Pourquoi une fillette de 6 ans enfoncerait-elle discrètement des éclats de métal sous ses ongles? Et quand le médecin lui a demandé pourquoi, elle a murmuré « Pour que maman ne souffre plus ». Si cette phrase vous a glacé le sang, restez avec nous, car ce qui suit est un voyage fait de douleurs silencieuses, de forces cachées et d'une vérité qui vous hantera. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies qui émouvront, interpelleront et inspireront. Ce matin-là, le soleil n'avait pas encore percé les épais nuages gris qui planaient au-dessus de l'école primaire Lincoln. L'automne était arrivé en force dans cette petite ville de l'Illinois, et les feuilles, autrefois ambrées et dorées, gisaient désormais en pourrissant sur les trottoirs, balayés dans les coins par des vents fatigués. Le froid dans l'air n'était pas de ceux qui piquent. Il persistait, lourd et immobile comme un poids sur la poitrine. À l'intérieur de la classe 2 milliards, les enfants bourdonnaient d'énergie. Les crayons grattaient le papier, les ciseaux découpaient des feuilles de papier de couleur, et de temps à autre, des rires éclataient, aigus et soudains. C'était l'heure du bricolage, le moment où l'imagination pouvait s'exprimer librement sur les bureaux. Mais tout au fond de la classe, à la place la plus proche de la fenêtre, était assise Clara Smith, 7 ans, les cheveux toujours un peu ébouriffés aux pointes, l'ourlet de son pull effiloché en petits fils bouclés. Elle était assise d'une manière qui la faisait paraître encore plus petite qu'elle ne l'était. Les épaules voûtées, le dos courbé, les mains cachées sous le bureau, comme pour les protéger du monde. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas et, surtout, ne levait pas les yeux. Mademoiselle Martha Lewis l'observait de l'autre côté de la pièce, faisant semblant d'aider un autre élève avec son tigre en papier, mais ses yeux ne cessaient de se poser sur Clara. Quelque chose dans l'immobilité de l'enfant la troublait, non pas par peur, mais plutôt comme une mère qui remarque le silence dans une pièce qui devrait être remplie de rire. Clara n'avait participé à aucune activité en classe depuis 2 semaines, ni lorsqu'ils avaient peint des citrouilles pour Halloween, ni pendant les récits en groupe, et encore moins pendant les courtes mais joyeuses récréations que les autres enfants attendaient avec impatience. Elle restait simplement assise à sa place, silencieuse, renfermée, comme si le monde de l'autre côté de son bureau n'existait pas. Martha enseignait depuis plus de 20 ans. Elle avait vu des enfants pleurer, se rebeller, se replier sur eux-mêmes et exploser de rage. Mais Clara n'était pas en colère. Elle ne pleurait pas. Elle était simplement absente, même si son corps était resté dans la pièce. Un léger grattement de chaise ramena Martha à la réalité. Elle se tourna vers le bureau de Clara et remarqua que la fillette bougeait légèrement, comme pour se redresser. Un crayon roula sur le bord du bureau et tomba sur le sol dans un léger cliquetis. Clara se pencha pour le ramasser. Pendant une fraction de seconde, sa main gauche apparut. Cela suffit. Les yeux de Martha se fixèrent sur la main de Clara. Un éclair rouge foncé. Le bout de ses ongles semblait décoloré. Non, plus que cela, ils étaient entourés d'une croûte, comme du sang séché. Le petit doigt avait un aspect à vif qu'aucune coupure de papier ne pouvait expliquer. Clara tenait ses doigts avec une certaine délicatesse, comme s'il lui faisait très mal sous les ongles. Martha retint son souffle. Elle s'était promis de ne pas faire de suppositions, de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais dans cet instant fugace, quelque chose de glacé lui noua l'estomac. Elle s'approcha lentement du bureau de Clara et s'agenouilla pour que sa voix ne couvre pas le bruit de la classe. « Clara, dit-elle doucement, tu as mal aux mains aujourd'hui ?» La fillette ne répondit pas. Elle gardait les yeux fixés sur le crayon posé sur ses genoux. Ses petites épaules se raidirent, puis elle secoua la tête, à peine, mais fermement. Martha continua à parler à voix basse. « Je peux voir, juste pour m'assurer que tout va bien. » Cette fois, Clara réagit plus vivement. Elle glissa ses 2 mains sous le bureau, les serra contre son corps et s'éloigna de Martha comme un animal acculé. Elle gardait la tête baissée, mais sa respiration devenait audible, courte, rapide, comme si elle se préparait à quelque chose d'horrible. La cloche sonna. La salle s'agita soudainement. Les enfants bondirent de leurs chaises, jetant papier et ciseaux, et en quelques instants, la classe se vida, tout le monde se précipitant dans la cour de récréation. Tout le monde sauf Clara. Elle ne bougeait pas. Elle ne disait rien. Elle fixait simplement le sol près de ses chaussures. Martha se leva, sentant un frisson lui parcourir le corps. Elle observa Clara pendant un long moment, puis sortit dans le couloir. Là, elle aperçut Michael, le professeur de sport, qui s'essuyait le front après avoir rassemblé un groupe particulièrement énergique d'élèves de CE1. « Elle n'est pas encore dehors, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil vers la salle de classe. « Non, répondit Martha, elle n'y est pas depuis des semaines. »
Michael marqua une pause, puis dit doucement « Les autres enfants, ils commencent à chuchoter. Hier, l'un d'eux l'a traité de bizarre. Tu as entendu ?» Martha acquiesça, les lèvres serrées. Elle avait entendu, mais pire que le mot lui-même avait été le silence de Clara. Pas de protestation, pas de larmes, juste de l'acceptation, comme si on l'avait traité de pire. Plus tard, dans l'après-midi, pendant l'exercice de maths, le crayon de Clara glissa à nouveau de son bureau. En se baissant pour le ramasser, sa main effleura le bord de la table. La manche de son pull se releva un instant. Cette fois, Martha vit clairement le sang sécher près de l'ongle de son annulaire. La peau autour semblait enflée, irritée et recouverte d'une fine croûte jaune. À la fin de la journée, Martha avait l'intention de retenir Clara, mais alors qu'elle se tenait près de la porte, Isabelle l'attendait déjà dehors, les bras croisés, le regard aigri. « Je ne peux pas rester longtemps, » dit Isabelle d'un ton sec. « Je prends le service de nuit. »« Mademoiselle Isabelle, » commença Martha, « j'aimerais vraiment vous parler quelques minutes. Clara n'est pas elle-même ces derniers temps. Je m'inquiète. » « Elle a toujours été sensible, » l'interrompit Isabelle, trop émotive. « Elle n'aime pas la foule. Vous savez comment sont certains enfants. »« Je pense que c'est plus que cela, » dit Martha avec précaution. « Il y a quelque chose qui cloche. » Isabelle serra les mâchoires. « Je connais ma fille mieux que quiconque. Elle est juste timide, elle l'a toujours été. » Elle prit la main de Clara. Clara sursauta. Le regard de Martha se fixa sur le visage de l'enfant, et à cet instant, elle le vit. Sous la peau pâle, derrière le regard silencieux, quelque chose de vide et d'effrayé. Ce n'était pas la peur de l'école ou de l'échec, c'était le genre de peur qui vient du fait de savoir que vous n'êtes pas en sécurité et que personne ne peut entendre votre voix. Ce soir-là, alors que Martha était assise à la table de sa cuisine, l'image des mains de Clara la hantait. Son cahier était ouvert devant elle, rempli de notes sur ses plans de cours et le plan de la classe, mais elle ne parvenait pas à écrire. Elle ne pouvait penser qu'au léger tremblement dans la voix de Clara lorsqu'elle lui avait demandé de lui montrer ses mains. Le silence dans la pièce s'éternisait, et quelque part dans ce silence, Martha prit une décision. Le lendemain matin, un brouillard bas s'étendait sur le parking de l'école. Il s'accrochait aux balançoires et glissait entre les fissures du trottoir, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Martha se tenait près du portail d'entrée, un bloc-notes à la main, mais son esprit était loin de la routine quotidienne de l'appel. Ses yeux scrutaient le trottoir derrière la clôture, dans l'attente. Puis elle les vit. Isabelle Smith avançait d'un pas vif et décidé. Elle portait un manteau épais, noir comme du charbon, et ses cheveux étaient tirés en arrière avec une précision chirurgicale. Dans une main, elle tenait un mug de voyage, dans l'autre, le poignet d'une enfant qui semblait bien trop fragile pour une telle prise, Clara. Même de loin, Clara marchait d'un pas hésitant. Ses pas étaient petits et silencieux. Elle portait le même pull bleu pâle que la veille, les manches tirées sur ses mains. Elle ne regardait ni à gauche ni à droite. Son regard était fixé sur les fissures du trottoir, comme si cartographier chaque ligne était la seule chose qui lui permettait de rester stable. Martha s'avança pour les rejoindre avant qu'elle n'atteigne la porte. « Bonjour », dit-elle doucement. Isabelle lui répondit d'un signe de tête à peine perceptible. « Je suis pressée », marmonna-t-elle. « J'espérais, » commença Martha d'un ton prudent, « que nous pourrions trouver un moment pour discuter, juste 5 minutes. J'ai remarqué quelque chose d'inquiétant chez Clara. Elle est renfermée, distante. Je pense que c'est important. » Isabelle expira brusquement, les yeux brillants sous ses sourcils arqués. Elle a toujours été comme ça, introvertie, sensible. Elle n'aime pas les endroits bruyants ni les gens bruyants. Certains enfants sont simplement calmes, Mademoiselle Lewis. Ce n'est pas un crime. Bien sûr que non, répondit Martha. Mais il y a autre chose. Elle cache ses mains. Elle sursaute quand on la touche. J'ai remarqué des signes qui... Des signes ? L'interrompit Isabelle d'un ton impatient. Vous vous prenez pour un médecin maintenant ? Martha ne se laissa pas démonter. Non, mais je suis son enseignante et je me soucie d'elle. La pause qui suivit fut brève, mais elle en disait long. Isabelle fixa Martha, la mâchoire serrée, les lèvres pincées, puis elle regarda sa montre. Je travaille la nuit, je dors à peine. Je n'ai pas le temps pour les ragots de l'école. J'aimerais organiser une visite à domicile, continua Martha d'une voix plus douce. Isabelle répondit rapidement et sèchement. Ce n'est pas nécessaire, je connais ma fille. Elle se retourna et tira Clara par le bras, doucement mais fermement. Clara trébucha légèrement et, pendant une seconde, leurs regards se croisèrent, celui de Martha et celui de l'enfant.
Ce fut un contact fugace, mais à cet instant, Martha vit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir. Pas seulement de la peur, mais aussi de la culpabilité. Cela passa sur le visage de Clara comme une ombre profonde et ancienne, comme si elle la portait en elle depuis bien avant d'avoir appris à écrire son nom. Puis elle disparut, sa petite silhouette s'évanouissant derrière les lourdes portes d'entrée. Martha resta immobile, le brouillard tourbillonnait autour de ses jambes, enveloppant ses chevilles comme une vigne rampante. Il y avait quelque chose d'insupportable dans cet instant, le sentiment de savoir que quelque chose n'allait pas profondément et d'être incapable de traverser le verre invisible pour l'empêcher. Plus tard dans la matinée, pendant son temps de préparation, Martha était assise à son bureau, fixant un formulaire vierge intitulé « Signalement pour le bien-être d'un élève ». Son stylo flottait au-dessus du papier, immobile. Elle avait déjà vu des ecchymoses, des signes de négligence, de malnutrition, mais ça, c'était différent. Il n'y avait ni cris, ni blessures ouvertes, ni mots, seulement le silence. Et dans ce silence, quelque chose grandissait. Elle repensa aux mains de Clara, la façon dont elle les avait retirées, la fine croûte autour de ses ongles, la façon dont son corps avait reculé à la simple suggestion d'aide. L'esprit de Martha tournait en rond autour d'une vérité centrale. Quoi que Clara cachait, on lui avait appris à craindre que cela soit découvert plus que la douleur elle-même. La salle de classe sentait légèrement la colle et le vieux papier, et l'air était rempli du doux bruissement des enfants au travail. C'était à nouveau l'heure du bricolage, et les élèves de la classe, 2 milliards, découpèrent des formes pour un défilé d'animaux en papier qui décorerait plus tard le tableau d'affichage du couloir. Des feuilles de papier de couleur étaient éparpillées sur les bureaux comme des feuilles d'automne. À la place de Clara, cependant, il n'y avait aucune activité. Elle était assise, immobile, comme toujours, ses petites mains enfouies sous ses manches, ses ciseaux intacts. Son regard n'était pas fixé sur les instructions ou le matériel, mais sur quelque chose de lointain, d'invisible, quelque part bien au-delà des murs beiges de la classe. Martha passait d'un groupe à l'autre, encourageant les enfants, riant, les félicitant. Mais lorsqu'elle s'approcha du bureau de Clara, elle ralentit le pas. Elle se baissa légèrement, essayant de ne pas s'imposer, mais plutôt d'inviter. « Tu veux essayer de faire un renard en papier ?» demanda-t-elle doucement. Clara ne répondit pas. Elle tendit lentement la main, fit glisser les ciseaux vers elle et les saisit dans sa main droite. Pendant un bref instant, sa prise était maladroite, incertaine, comme si l'outil n'avait pas sa place là. Puis, dans un mouvement brusque, les lames ont tranché le milieu de son index. Le temps s'est arrêté pendant une fraction de seconde. Il ne se passa rien. Puis le sang apparut. Il jaillit le long de la coupure, d'un rouge vif et intense, qui s'écoula le long de son doigt et imprégna le coin du renard en papier qu'elle n'avait même pas commencé. La couleur se répandit rapidement, telle une fleur s'épanouissant en silence. Mais ce qui paralysa Martha, ce n'était pas la blessure, c'était le visage de Clara. Elle ne cria pas, ne haleta pas, ne bougea pas. Au contraire, son expression resta impassible, comme si la blessure n'était qu'une ombre passagère. Ses yeux papillonnèrent brièvement, mais ne se fixèrent pas. Elle utilisa son autre main, tout aussi hésitante, tout aussi tremblante, pour couvrir la coupure, appuyant comme si cacher la blessure était plus important que de l'arrêter. Un cri retentit à l'autre bout de la pièce. « Mademoiselle Martha, Clara saigne !» Puis ce fut le chaos. Les enfants se précipitèrent hors de leur pupitre. Une fille laissa tomber ses ciseaux. Un garçon se leva sur sa chaise pour mieux voir. La classe se remplit de chuchotements effrayés, les yeux écarquillés et agités. Martha se précipita. « Michael !» cria-t-elle vers la porte ouverte du couloir. « Appelez l'infirmière Lucie immédiatement. » En quelques instants, l'infirmière Lucie arriva avec sa trousse d'urgence et s'agenouilla à côté de Clara comme une médecin expérimentée au milieu d'un champ de bataille. Elle travailla rapidement mais avec douceur, ses mains gantées bougeant avec précision tandis qu'elle retirait la petite main de Clara de la blessure. Son front se plissa. « Clara, » murmura-t-elle, « ma chérie, qu'est-il arrivé à tes mains ?» La peau autour des ongles de Clara était enflammée, gonflée comme des croissants rouges en colère. Un léger pus jaune commençait à suinter du coin du petit doigt et sous la crête transparente de l'ongle de son pouce, quelque chose brillait. Les mains de Lucie s'arrêtèrent. « Il y a quelque chose de dur sous son ongle, » dit-elle, presque pour elle-même. « Nous devons l'emmener à l'infirmerie immédiatement. » Clara ne résista pas. Elle ne pleura pas et ne broncha pas.
Elle se laissa simplement conduire hors de la classe comme une poupée, silencieuse, molle, les yeux fixés devant elle. Martha la suivit, le cœur battant si fort qu'elle entendait à peine l'écho de ses propres pas. Dans la petite infirmerie stérile, Clara était assise sur le lit d'examen rembourré, ses jambes trop courtes pour atteindre le sol. Ses mains reposaient sur ses genoux, rapidement bandés, mais le tissu était déjà imprégné de sang frais. Lucy nettoya à nouveau la blessure, essayant de dérouler délicatement l'un des anciens bandages. Lorsqu'elle souleva le bord, Clara recula brusquement. « Non, murmura-t-elle, ne regardez pas. » Sa voix était à peine audible, comme le vent soufflant dans une serrure. Sa respiration s'accéléra et devint superficielle, la poitrine se soulevant par petites bonds effrayés. Martha s'approcha, baissant la voix jusqu'à murmurer. « Tout va bien, Clara, je suis là. Personne ne te fera de mal, mais nous voulons t'aider. Nous devons voir. » Clara secoua la tête, une larme coulant sur sa joue, et c'est alors que Martha le vit. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était de la honte. Une enfant qui n'avait pas plus de 7 ans, honte d'avoir été blessée, honte de ses propres blessures. Martha sentit sa poitrine se serrer. Dans quel silence avait-on appris à Clara à vivre? Quelle douleur avait été présentée comme normale? Ce soir-là, alors que l'école se vidait, Martha rejoignit Lucy et le directeur dans le bureau principal. Les néons ronronnaient doucement, projetant une lueur froide sur les bureaux et les papiers. « Ces blessures, dit Lucy d'une voix étouffée, ne datent pas d'aujourd'hui. Ses doigts présentent des signes d'infection chronique. Il y a quelque chose sous ses ongles. Je pense que c'est incrusté. Ça pourrait être du verre ou du plastique. » Le silence s'installa dans la pièce. Martha murmura « Ce n'est pas un accident. » L'ambulance n'était pas comme on l'aurait imaginé. Pas de sirène hurlante, pas de voix urgente, juste un véhicule silencieux, blanc et banalisé, qui s'arrêta doucement devant l'école primaire Lincoln. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le trottoir, et les quelques enseignants restants observaient depuis les rideaux et les portes, ne sachant pas quoi dire ni quoi penser. Dans le bureau principal de l'école, Clara était assise sur le lit de camp de l'infirmière, son petit corps à peine enfoncé dans le matelas fin. Elle ne regardait pas autour d'elle, elle ne posait pas de questions. Elle fixait simplement le sol avec le même regard fixe qui troublait Martha depuis des semaines. L'infirmière Lucy se tenait à proximité, les mains jointes devant elle. Martha s'était assise à côté de Clara, une main posée délicatement sur le bord du lit, sans toucher l'enfant, sans forcer la proximité, mais présente, rassurante. L'ambulancier qui entra parla doucement, comme s'il craignait qu'un ton plus fort ne brise le charme. « Nous sommes prêts à l'emmener, » dit-il. Clara ne réagit pas. C'est Martha qui l'aida à se lever, qui, guidée par la dit, la conduisit lentement dans le couloir et hors de la pièce, sous les regards curieux du personnel, puis dans le véhicule aux couleurs sobres. Lucy monta derrière elle, le visage impassible. Le trajet jusqu'à l'hôpital pour enfants de Chicago dura moins d'1 heure, mais le temps semblait s'écouler différemment à l'intérieur du véhicule. Le bruit des pneus sur l'autoroute, les murmures occasionnels provenant du siège à avant, tout se fondait dans une sorte de silence. Clara était assise entre les deux femmes, les mains enveloppées dans des bandages propres, les épaules recroquevillées comme si elle se repliait sur elle-même. Martha lui jeta plusieurs coups d'œil mais ne dit rien. Il n'y avait rien à dire qui ne ressemble à une promesse qu'elle ne pourrait tenir. À l'hôpital, les lumières effluorescentes des urgences étaient vives mais pas agressives. Une infirmière les accueillit à la porte, un bloc-notes à la main, leur demandant leur nom, leur date de naissance et des détails. Clara fut enregistrée sous observation traumatologique, blessure légère, présence possible d'un corps étranger, mais le langage utilisé semblait clinique, détaché, presque stérile. Comparé au chaos silencieux qu'elles avaient vu, le docteur Lewis Roberts arriva quelques instants plus tard. C'était un homme grand, aux cheveux poivre et sel, avec une douceur dans le regard qui trahissait des décennies passées à s'occuper d'enfants. Pas seulement ses patients, mais leur vie fragile, chargée d'un poids invisible. Il ne salua pas Clara avec la gaieté forcée de quelqu'un qui essaye de faire sourire. Il s'agenouilla simplement à sa hauteur et la regarda comme si elle était la seule personne dans la pièce. « Je m'appelle Dr. Roberts, dit-il doucement. Vous êtes en sécurité ici. Je voudrais juste examiner vos mains. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à faire. Restez simplement assise avec moi quelques instants. » Clara cligna des yeux 1 fois, puis 2 fois, mais elle ne hocha pas la tête et ne recula pas. Martha comprit que c'est une marque de confiance. La salle d'examen était petite, propre et silencieuse. Seul le bip doux d'un moniteur dans le couloir rompait le silence.
Clara était assise sur un lit bas, les pieds pendants. Dr. Roberts approcha un petit plateau recouvert d'instruments stériles. Une interne de 2e année nommée Agnès entra, silencieuse et efficace. Elle salua Clara d'un simple sourire et d'un signe de tête, puis prit place de l'autre côté de la pièce. Le Dr. Roberts commença à déballer la gazeuse qui recouvrait la main gauche de Clara. Couche après couche, le tissu taché de sang laissa apparaître des doigts enflés et rougis. La peau autour des ongles était déchirée et décolorée. L'infection s'était installée à plusieurs endroits. Agnès tendit la main vers la loupe. « Ici !» murmura Roberts, ses doigts gantés s'arrêtant sous le petit doigt de Clara. Quelque chose reflète la lumière. Il utilisa une pince à épiler, spécialement conçue pour les microfragments, et souleva très lentement l'ongle. Clara entr'ouvrit les lèvres, mais elle ne pleura pas. Elle ne broncha pas. Elle tremblait seulement, d'un tremblement qui venait de l'intérieur, non pas de la douleur, mais du souvenir de celle-ci. Sous l'ongle se trouvait un éclat de verre, pas plus long qu'un grain de riz, brillant, parfaitement coincé et ancien. Agnès inspira doucement. « Ça ne vient pas de là. »« Non, » répondit Roberts, « ça ne vient pas de là. » Un autre bout de doigt révéla quelque chose de similaire. Du plastique dur, presque translucide, courbé pour épouser la forme du lit de l'ongle. Certains présentaient des signes de décomposition précoce, d'autres étaient si incrustés que des tissus avaient commencé à se former autour. Lucie se tenait immobile près du mur. Martha était assise en silence, la main posée sur ses genoux, serrant ses propres doigts pour les empêcher de trembler. Lorsque le 2e doigt fut déballé, c'était pire. Clara restait assise, immobile, les yeux fixés au plafond comme si elle avait quitté son corps depuis longtemps. Au total, 12 morceaux, du verre, du plastique, de minces fragments de métal, chacun retiré avec soin, lentement, puis placé dans un plat en métal qui se remplit rapidement de petites horreurs. Le Dr. Roberts ne parlait pas pendant qu'il travaillait, pas plus qu'Agnès. Il y avait quelque chose de sacré dans ce silence, comme s'ils étaient en train de mettre au jour la vérité d'une histoire que personne n'avait osé écrire. Une fois terminé, Roberts retira ses gants, les jeta dans la poubelle pour déchets biologiques et se lava les mains lentement, délibérément. « Ce n'était pas un accident, dit-il enfin d'une voix basse. Aucun enfant ne fait ça à lui-même, pas comme ça, pas les 2 mains, pas sans instruction. » Agnès acquiesça. Elle était pâle. Elle n'a pas poussé un cri, même quand nous avons retiré le verre. « Elle y est habituée, » murmura Roberts. « C'est ce qui me brise le plus. » À l'extérieur de la salle d'examen, Martha était assise, la tête entre les mains. Lucie posa doucement sa main sur son épaule et aucune des deux ne parla. Les mots leur manquaient, mais ce que Clara ne pouvait pas dire, ses mains l'avaient exprimé et maintenant quelqu'un l'avait enfin entendu. Plus tard dans la soirée, l'équipe chirurgicale prépara l'une des salles d'opération mineure, non pas pour une urgence, mais pour une intervention délicate. La procédure ne nécessiterait pas d'anesthésie générale, juste une anesthésie légère, suffisante pour atténuer la douleur sans endormir Clara. Elle était trop jeune pour recevoir des médicaments plus puissants sans risque inutile, et comme le fit remarquer le Dr. Roberts d'un air sombre, elle ne montrait aucun signe de détresse qui justifierait leur utilisation. Cela en soi était inquiétant. Dans la salle stérile, Clara était allongée sur une table rembourrée, les mains posées délicatement de chaque côté, sur des coussins chirurgicaux moelleux. Elle ne demanda ni où elle était, ni ce qui allait se passer. Ses yeux restaient ouverts, mais sans voir, fixés sur un point loin au-dessus des lampes fluorescentes qui bourdonnaient doucement au plafond. Agnès ajusta le plateau d'instruments. Le Dr. James Rogers, l'anesthésiste, se tenait à proximité, surveillant les signes vitaux de Clara. Il jeta un coup d'œil aux mesures, puis revint vers l'enfant. « Elle est calme, » dit-il, presque incertain, trop calme. Roberts acquiesça sans lever les yeux. « Voilà. Elle a dépassé le stade de la peur. Ce n'est pas du calme, c'est de la dissociation. » Ils commencèrent de l'opération, doigt par doigt. Les blessures furent préparées, nettoyées, puis soigneusement rouvertes à l'aide d'une loupe. Chaque corps étranger, éclate de verre, lambeaux de plastique ou fragments métalliques, fut retiré un par un à l'aide d'une pince chirurgicale. Certains s'étaient légèrement fusionnés avec la peau en cours de cicatrisation, ce qui nécessitait une incision lente, du genre qui aurait normalement fait sursauter un enfant, le poussant à se reculer et à crier. Clara ne fit rien de tout cela. Son corps resta immobile, sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, par mouvements superficiels.
Même lorsqu'un éclat particulièrement incrusté fut extrait de son annulaire, si profond qu'il avait enfoncé les nerfs du lit de l'ongle, Clara se contenta de cligner des yeux, comme si son corps avait depuis longtemps oublié comment réagir. Lorsque le 12e objet fut retiré, le plateau ressemblait à un catalogue médico-légal. Les morceaux étaient de formes et de matériaux variés, mais tous partageaient la même caractéristique anormale. Aucun d'entre eux n'avait pu se retrouver là par hasard. Ils avaient été choisis, placés là, et avaient résisté. À la fin de l'intervention, Clara fut délicatement enveloppée dans une gaze propre et douce, ses mains reposant comme de la porcelaine fragile, enveloppée dans un tissu blanc. La sédation était suffisamment légère pour qu'elle se réveille au bout de 20 minutes. Elle ouvrit les yeux, elle regarda ses mains, sans peur, sans soulagement, simplement avec reconnaissance. Agnès s'agenouilla à côté du lit. « Voulez-vous un peu de jus ?» Clara secoua très légèrement la tête. Roberts entra quelques instants plus tard avec un bloc-notes. Il s'assit sur le bord de la chaise en face d'elle, la voix douce mais ferme. « Clara, dit-il doucement, c'est fini, vous vous êtes très bien débrouillée. Vos mains vont guérir maintenant, lentement, mais elles guériront. » Clara ne dit rien. « Je dois vous poser une question, continua-t-il. Mais vous n'êtes pas obligée de répondre si vous ne vous sentez pas prête. Quelqu'un t'a-t-il demandé de faire ça à tes mains ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Au lieu de répondre, elle baissa les yeux vers la gaze et, pour la première fois, son visage changea. Ses sourcils se froncèrent, son menton trembla légèrement, non pas de douleur, mais de quelque chose de plus ancien, de plus profond, un souvenir qui refaisait surface avec trop d'intensité pour être mis en mots. Roberts n'insista pas. Il se leva et sortit discrètement. Dans le couloir, Martha se tenait près du mur, les bras croisés sur la poitrine. Lorsque Roberts apparut, elle se tourna vers lui, les yeux remplis d'un mélange de chagrin et de rage. « Alors ?» demanda-t-elle. Il brandit le dossier. 12 corps étrangers, de types variés, qui semblent s'être logés dans son corps au cours des dernières semaines, voire des derniers mois. Certains montrent des signes de réabsorption partielle. Il y a des marqueurs d'infection, des indicateurs de stress nerveux et une désensibilisation presque complète à la douleur dans son schéma de réponse. Martha le fixa du regard. Et elle n'a pas bronché, pas une seule fois ? Non, pas une seule fois. Lucy, qui se tenait à côté d'elle, murmura « Qu'est-ce que cela signifie ?» Roberts prit une inspiration. Cela signifie qu'elle y est habituée, conditionnée. Ce n'était pas un acte d'automutilation impulsif, c'était répétitif, systématique. Quelqu'un lui a appris à faire ça. Quelqu'un lui a fait croire que c'était nécessaire. Martha sentit sa gorge se serrer. Donc elle était punie ? Ou elle se punissait elle-même ? Roberts répondit « Parce que quelqu'un lui a appris à le faire. » Il y eut un silence entre eux. Puis Martha reprit la parole d'une voix tremblante mais déterminée. « On ne peut pas la laisser retourner là-bas. Nous ne pouvons pas la laisser retourner dans le silence. »« Je rédigerai mon rapport complet ce soir, » dit Robert, « et je recommanderai une intervention immédiate. Lucy acquiesça, et je transmettrai les conclusions médicales au Bureau de protection de l'enfance du comté. » Martha regarda à nouveau à travers la petite fenêtre de la porte de la salle d'examen. Clara était maintenant assise, buvant du jus d'orange, les mains toujours enveloppées de bandages. Elle semblait plus âgée, comme si les événements de la journée avaient changé quelque chose en elle, sans la briser, mais en révélant à quel point elle avait déjà survécu. « Je ne peux pas la laisser souffrir un jour de plus, » dit Martha doucement. Roberts se tourna vers elle. « Alors faisons en sorte qu'elle ne souffre plus. » Le rapport était imprimé en noir et blanc, clair, clinique, mais pour Alexander Parker, il ressemblait à une blessure. Il était assis seul dans le bureau des services sociaux, au 2e étage de l'hôpital pour enfants de Chicago, la fenêtre à côté de lui laissant filtrer une lumière gris pâle sur le bureau. Un léger bourdonnement provenait des panneaux fluorescents au plafond, mais cela ne suffisait pas à chasser le frisson qui s'était installé dans son dos. Enfant, Clara Smith, 7 ans, constatation, 12 objets étrangers incrustés sous les ongles. Remarque supplémentaire, signe de blessures intentionnelles répétées. L'enfant présente un repli sur soi et une insensibilité à la douleur. Marrant. Il avait déjà vu des rapports similaires, suffisamment pour savoir ce qui allait souvent suivre. Un enchevêtrement d'antécédents familiaux, des adultes évasifs et un silence assez épais pour étouffer une vérité que tout le monde soupçonnait secrètement. Mais celui-ci avait quelque chose de particulier.
L'absence de rage chez l'enfant, le calme de sa douleur. Tout était trop mesuré, trop délibéré. Il décrocha le téléphone et composa le numéro. « David Carter », répondit une voix à l'autre bout du fil. « Chef, dit Alexander, j'ai besoin de votre aide. J'ai une affaire qui ne peut pas attendre. » Moins d'une heure plus tard, le chef Carter arriva à l'hôpital. Grand, large d'épaules, ce vétéran de la police communautaire avait une expérience qui lui servait d'armure. Ils se retrouvèrent dans une petite salle de réunion, Martha et Lucy assises à proximité, toutes deux épuisées mais concentrées. Alexander exposa les faits tels que Roberts les avait décrits, la chronologie, le silence, les preuves matérielles. « Elle n'est pas seulement négligée, » conclut-il, « on lui apprend que la douleur est normale, pire, méritée. » L'expression de David s'assombrit. « Et la mère ?» demanda-t-il. « Isabelle Smith ?» Martha répondit. Et elle est renfermée, froide. Toutes nos tentatives pour discuter du comportement de Clara ont été balayées. Elle prétend que Clara est simplement sensible. Elle ne réagit jamais lorsque nous lui faisons part de nos inquiétudes, ajouta Lucy. Elle est évasive, distante, et Clara sursaute lorsqu'elle la touche. C'est subtil, mais c'est là. David se pencha en avant. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans le foyer ? Martha hésita, puis répondit. Il y avait un homme, je l'ai vu une fois déposer Clara, il était mal rasé et portait des vêtements sales. Elle ne lui a pas adressé la parole, elle l'a juste regardé et s'est montée dans la voiture. Alexander prit des notes. C'est déjà ça, acquiesça David. Je vais vérifier les registres du quartier. S'il y a un homme adulte qui vit dans cette maison, on le trouvera. En fin d'après-midi, David revint avec le nom. Damien Phillips, 39 ans, mécanicien vivant à la même adresse que Isabelle. Aucune garde légale sur Clara. Ce n'est pas son père. Alexander ne broncha pas. Casier judiciaire ? David sortit un petit dossier et le fit glisser sur la table. Une accusation de violence domestique en 2016, une petite amie. Affaire classée sans suite, elle a refusé de témoigner. À part ça, quelques altercations, des bagarres dans des bars, des plaintes pour tapage. Rien de grave. Rien de grave, répéta Alexander d'un ton grave. C'est ça le problème. Lucy jeta un coup d'œil à Martha qui était restée immobile. « Je pense, » murmura Martha, « qu'il faut parler à quelqu'un qui l'a vu chez lui. » Le vieux bâtiment se trouvait au bout d'une rue résidentielle calme, sa façade en briques, tachée par les traces des tempêtes passées. Le trottoir était fissuré, de la mousse rampait entre les dalles comme des veines vertes. C'était le genre d'endroit où les gens vivaient pendant des années sans parler à leurs voisins, à part un signe de tête occasionnel. Madame Mary Alvarez vivait dans l'appartement du rez-de-chaussée depuis près de 30 ans. Elle avait vu des générations se succéder dans l'immeuble, des mères célibataires, des jeunes couples, des retraités. Elle se souvenait de l'arrivée de la famille de Clara il y a près de 2 ans, ou plutôt, elle se souvenait du silence qui avait suivi. Lorsque David Carter et Alexander frappèrent à la porte, elle l'ouvrit lentement, jetant un regard méfiant à l'extérieur. Mais lorsque David lui montra son badge, elle se détendit. « Vous êtes ici pour la petite fille ?» demanda-t-elle avant qu'il n'ait le temps de répondre. Alexander acquiesça. « Oui, madame, Clara Smith. » Madame Alvarez s'écarta. « Entrez. » L'appartement était propre, embaumant la lavande et une odeur de pâtisserie. Des photos tapissèrent les murs, de vieux portraits de famille, des petits-enfants et des toges de remise de diplômes. Elle leur fit signe de s'asseoir. « J'ai vu trop de choses dans cet immeuble pour faire semblant de ne rien remarquer, » commença-t-elle. Clara est calme, elle l'a toujours été, mais calme ne veut pas dire invisible. David se pencha légèrement en avant. « Qu'avez-vous vu, madame ?» Alvarez soupira et croisa les mains sur ses genoux. « Des nuits tardives, des pleurs. Pas de la femme, Isabelle, je crois que c'est son nom, de la fille. Les murs sont fins, on entend des choses qu'on préférerait ne pas entendre. »« Quelqu'un d'autre vit avec elle ?» demanda Alexander. « Un homme, l'air rude, un jean graisseux. Il travaille sur des motos. Damien, je crois. Personne ne l'appelle par son nom, mais je l'ai entendu le crier une fois. Ils se disputent, puis le silence s'installe. Ce genre de silence qui met mal à l'aise. Elle fit une pause, le regard assombri. Une nuit, la fille a laissé tomber un carton de lait devant leur porte. Je montais justement les escaliers. Elle s'est mise à pleurer, juste un peu. Puis il a ouvert la porte. Sans dire un mot. Il l'a juste attrapée par le bras et l'a tirée à l'intérieur comme si elle était une poubelle. Il ne lui a même pas jeté un regard. David serra les mâchoires. La mère a réagi ? Alvarez secoua lentement la tête. Elle les a suivis comme une ombre, sans dire un mot.
Elle a laissé faire. Alexander prit des notes minutieuses. « Avez-vous déjà songé à porter plainte ? Une fois, j'ai appelé les secours, mais quand l'agent est arrivé, elle a souri et dit que tout allait bien. La petite fille se tenait derrière elle, les yeux fixés sur le sol. Elle a levé les yeux, dit-elle d'une voix plus douce. Je crois qu'elle voulait que quelqu'un lui repose la question, mais personne ne l'a fait. » Un lourd silence s'ensuivit. Quand ils quittèrent l'appartement, le soleil avait déjà commencé à se coucher, peignant le trottoir de longues traînées ambrées. Alexander s'arrêta au pied de l'escalier. « Nous avons assez d'éléments pour agir. » David acquiesça. « Nous allons vérifier son lieu de travail, puis nous parlerons directement à Damian. » Le garage n'était pas loin, à seulement 5 pâtés de maison de chez Clara. Une enseigne rouillée en tôle pendait au-dessus de la porte, Mike's Custom Motors. Le bruit du métal qui grinçait résonnait à l'intérieur. Ils s'approchèrent prudemment. À l'intérieur, Damien Phillips était accroupi sous une moto, une clé à molette à la main, les bras et la chemise maculés de graisse. Lorsqu'il leva les yeux et les vit, son expression se durcit instantanément. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il d'une voix neutre. David s'avança. « M. Phillips, je suis le chef David Carter. Voici M. Parker des services de protection de l'enfance. Nous aimerions vous poser quelques questions. » Damien ne bougea pas. Il resta accroupi près de la moto, la clé à molette pendante comme un poids. « À propos de quoi ?» demanda-t-il lentement. « Clara Smith, » répondit Alexander. « Nous croyons comprendre que vous vivez avec elle et sa mère. »« N'est pas ma fille, » dit Damien en se levant. « Je reste juste là-bas parfois. » David ne sia pas. « Nous avons reçu des signalements faisant état d'un comportement inhabituel, de signes de blessure, de peur. » Damien s'essuya les mains sur un chiffon, puis croisa les bras. « Les enfants tombent, les enfants pleurent. Hein. Ça ne veut pas dire que quelqu'un les bat. »« Non, dit Alexander calmement. Mais 12 éclats de verre sous les ongles en quelques semaines, ça n'arrive pas comme ça. » Damien serra les mâchoires pendant une seconde, puis il éclata d'un rire bref et sans humour. « Vous exagérez tous, cette petite folle s'est probablement fait ça toute seule. Elle est bizarre, obsédée par ses mains, sa mère vous l'a dit. » David s'avança, le ton vif. « Surveillez votre langage, elle a 7 ans. Et nous avons un témoin qui vous a vu la traîner dans l'appartement. Vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas posé de questions. Vous l'avez simplement attrapée. » Le sourire de Damien s'effaça. Alexander se pencha vers lui. « Réfléchis bien à ce que tu vas dire, parce qu'on n'est pas là pour commérer. On est là pour la protéger. » Damien regarda les 2 hommes, raides, mais pour la première fois, une lueur d'incertitude traversa son visage. Et dans cette lueur, ils le virent. Il n'avait pas peur d'être accusé. Il avait peur qu'elle ait enfin parlé. La salle de thérapie s'était peinte en bleu pâle, une couleur douce et uniforme, comme le ciel juste avant l'aube. Il n'y avait pas d'angle vif, pas de blouse blanche, pas d'odeur d'alcool ou d'antiseptique. Au contraire, l'air sentait légèrement les crayons de couleur, le papier cartonné et la sécurité. Beth Anderson croyait au silence. Non pas l'absence de son, mais la présence d'un espace, un espace sûr, où un enfant pouvait commencer à retrouver sa voix. Elle avait passé des années à travailler avec des enfants qui avaient été blessés de manière invisible, ceux dont les sourires étaient une forme d'art, dont l'immobilité était un cri. Elle savait que la douleur, lorsqu'elle était enfouie depuis longtemps, refaisait souvent surface, non pas sous forme de cri, mais sous forme de dessin. Aujourd'hui, elle attendait près de la table basse de thérapie, disposant une boîte de crayons de couleur, un bloc de papier épais et un petit lapin en peluche dont une oreille était légèrement pliée. Elle ne s'était pas assise derrière un bureau. Elle n'avait pas pris la parole. Elle était simplement présente dans la pièce, calme et rassurante. La porte s'ouvrit. Clara entra, guidée doucement par l'infirmière Lucie, qui fit un signe de tête amical avant de s'éloigner. Les pas de l'enfant étaient prudents mais assurés. Ses mains étaient toujours enveloppées dans une gaze douce, propre et blanche, posée juste au-dessus de ses cuisses tandis qu'elle marchait. Beth sourit mais ne s'avança pas. « Bonjour Clara, dit-elle d'une voix chaleureuse. C'est une pièce calme. Tu n'es pas obligée de parler si tu ne veux pas. On reste assis. Parfois on dessine, parfois on joue, c'est tout. » Clara ne répondit pas. Elle resta debout près de la table, jetant un coup d'œil vers le lapin puis vers la fenêtre. La lumière du soleil tombait en longues rayures sur le parquet. Beth lui fit signe de s'asseoir sur la chaise en face d'elle. Clara s'assit.
Pendant plusieurs minutes, on n'entendit que le léger grattement du crayon de Beth sur le papier. Elle commença à dessiner une maison, simple, petite, avec une fenêtre carrée et une porte grande ouverte. Un soleil tordu flottait au-dessus. Elle dessinait lentement, non pas comme une leçon, mais comme un rythme. Elle laissa l'autre feuille de papier intacte et la fit glisser sur la table vers Clara avec les crayons. Puis elle ne dit plus rien. Les minutes passèrent, les doigts de Clara, bandés et raides, se tendirent timidement vers le crayon vert. Elle le tenait maladroitement, non pas à cause des bandages, mais parce que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas été autorisée à utiliser ses mains pour faire quelque chose de délicat. Elle dessina lentement une forme, une main, mais cette main n'était pas comme celle de Beth ni comme les mains des animaux souriants sur les affiches de la classe. C'était la sienne, et au bout de chaque doigt, elle dessina de petites pointes comme des épines. Les doigts saignaient de traits de crayon rouge qui coulaient vers le bas, tachant la paume. Beth observait en silence, sans interrompre, sans analyser, simplement en témoin. Clara ne levait pas les yeux. Au bout d'un moment, Beth dit doucement « C'est une main forte. On dirait qu'elle a beaucoup souffert. » Clara ne répondit pas, mais elle continua à dessiner. Beth ne posa pas de questions. Elle laissa la pièce supporter le poids des non-dits. À la fin de la séance, Clara se leva, rangea le crayon dans sa boîte avec une précision presque rituelle, puis suivit Lucy sans dire un mot. Mais le dessin resta là, et Beth le fixa longuement après son départ. Ce soir-là, Beth rangea le dessin dans un dossier souple marqué uniquement des initiales de Clara. Elle écrivit dans ses notes. La patiente montre des signes évidents de souffrance intérieure. Le dessin traduit une perception de soi à travers le prisme de la souffrance. Les symboles utilisés suggèrent la coercition, le silence et la culpabilité. Tout porte à croire que les blessures physiques ne sont pas accidentelles et ont été acceptées comme une punition auto-infligée. Je recommande des séances quotidiennes. Une relation de confiance pourrait s'établir. Beth savait que le chemin serait long, mais aujourd'hui, Clara avait dessiné. C'était déjà un début. Les séances suivantes se déroulèrent dans le calme. Clara arrivait chaque matin, les mains toujours bandées, même si les bandages s'amincissaient. Elle entrait dans la salle de thérapie sans qu'on lui demande, s'installait dans le même fauteuil et attendait. Elle ne regardait plus par la fenêtre. À la place, elle observait Beth. Elle ne parlait pas, mais elle dessinait. Chaque jour, une nouvelle page, une variation sur le même thème. Des mains, toujours les siennes, parfois ensanglantées, parfois percées d'épines. L'une avait des ongles en forme de petits couteaux. Une autre était attachée par des fils invisibles. Beth ne la pressait jamais. Elle lui posait plutôt des questions sans point d'interrogation. Si cette main pouvait parler, que dirait-elle? Que signifie la partie rouge pour toi? De quoi cette main se souvient-elle? Parfois, Clara s'arrêtait. Parfois, elle clignait 2 fois des yeux. Mais le plus souvent, elle continuait simplement à dessiner. Jusqu'à la 4e séance. Beth avait apporté un petit ensemble de photographies plastifiées, des images neutres et ambiguës destinées à servir de repères émotionnels. Un enfant serrant un chien dans ses bras, un homme tenant un tournevis, une porte entr'ouverte dans un couloir sombre. C'étaient des outils classiques de sa pratique. Lorsque Beth posa les photos sur la table entre elles, Clara ne réagit pas au début. Ses doigts flottèrent au-dessus des images. Puis, lentement, délibérément, elle tapota celle de l'homme, pas le visage mais la main. Elle ne dit rien, mais ses yeux se fixèrent sur ceux de Beth. Puis Clara secoua la tête. « Pas lui », murmura-t-elle. Sa voix était sèche, comme si elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Mais comme ça, Beth resta immobile. « Comme ça, comment ?» demanda-t-elle doucement. Les épaules de Clara se soulevèrent et s'affaissèrent. Ses doigts bandés se recroquevillèrent vers ses genoux. « Il me donne des morceaux, dit-elle d'une voix à peine audible. Des petits, je dois les mettre dedans. » Non, c'est... Le cœur de Beth ralentit jusqu'à ne plus faire qu'un murmure. Elle lutta contre son instinct qui la poussait à se pencher en avant pour agripper le bord de la table. Au lieu de cela, elle resta immobile et calme. Quel genre de morceau? Du verre, du plastique. Il disait « Si je ne le fais pas, il frappera maman. » La gorge de Beth se serra. « Tu savais que ta maman aurait mal si tu ne le faisais pas ?» Clara acquiesça. « Juste une fois, demanda-t-elle. Elle n'était pas forte, elle disait que si elle se défendait, il partirait et nous serions seuls. Alors j'ai essayé d'être gentille. » Beth baissa les yeux, posa sa main paume vers le haut sur la table, un geste silencieux qui signifiait « Je suis là ». Clara ne la prit pas, mais sa respiration se calma légèrement.
Après la séance, Beth ferma la porte derrière elle d'une main tremblante. Elle se dirigea directement vers le bureau des rapports internes, demanda une mise à jour du dossier sécurisé et déposa un rapport obligatoire pour abus. Son résumé écrit était court, clinique, mais lourd de sens. La patiente confirme avoir été contrainte pendant longtemps à s'automutiler par un homme adulte. Le motif est lié à la protection de sa mère contre la violence physique. Le langage utilisé par la patiente suggère une normalisation de l'automutilation comme punition pour un échec perçu. État émotionnel renfermé, mais cohérence cognitive. Recommande le transfert urgent du dossier vers une mesure de protection. C'est ça. Elle ajouta une note manuscrite au dossier. Cet enfant n'est pas brisé, mais elle a été réduite au silence de manière si radicale que la douleur est devenue son seul vocabulaire. Elle a choisi de protéger sa mère en se sacrifiant à sa place. Il n'y a pas de courage plus profond ni de besoin de protection plus intense. Ce soir-là, Beth a rencontré le Dr. Roberts et Alexander dans la petite aile administrative de l'hôpital. Elle leur a fait part de ses conclusions, de ses notes et surtout des paroles de Clara. Alexander a écouté avec un silence qui frôlait le respect. « Elle confirme tout ce que nous redoutions ?» dit-il doucement, et même plus. « Elle ne dit toujours pas son nom » ajouta Beth, mais le profil correspond à celui d'un homme adulte. Des menaces, une mère qui l'a encouragé par son silence. Le Dr. Roberts expira. « C'est systémique. Un enfant ne peut pas endurer cela seul. On lui a appris à absorber la douleur pour survivre. » Alexander acquiesça lentement. « Alors, il est temps d'arrêter de la considérer comme un cas. »« C'est une survivante, » murmura Beth, mais elle n'aurait pas dû avoir à le devenir. Plus tard dans la soirée, Clara est assise seule à la petite table de thérapie. La séance était terminée, mais d'un simple regard, elle avait demandé à rester plus longtemps. Beth avait accepté. Elle prit un crayon bleu et commença à dessiner. Cette fois, c'était une maison, mais pas celle que Beth avait dessinée le premier jour. Celle-ci n'avait pas de mur, juste un toit, et à l'intérieur, 2 petites silhouettes, une grande et une petite, assises côte à côte. Elles n'avaient pas de visage, mais leurs mains se tenaient. En dessous, Clara écrivit en lettres pâles « Personne ne fait de mal aujourd'hui ». Le brouillard matinal s'était levé lorsque le mandat d'arrêt fut exécuté. Le garage de Damian était faiblement éclairé par la lumière du jour. Des outils étaient éparpillés à côté de la moto sur laquelle il travaillait. Lorsque le chef Carter et l'agent Lewis s'approchèrent avec Alexander Parker, Damian leva les yeux de son travail, une clé à molette à la main. Son visage était indéchiffrable. « Damien Phillips, dit Carter d'une voix ferme mais calme, vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger d'enfants, coups et blessures graves et intimidation. » Damian posa lentement la clé, regardant tour à tour le badge du chef et le visage de Parker. « De quoi parlez-vous » demanda-t-il, sans conviction. Alexander déposa doucement le mandat d'arrêt dans sa main. Les jointures de Damian blanchirent. « Vous savez de quoi il s'agit » dit Parker calmement. « Et vous avez le droit de garder le silence. » Damian serra les mâchoires. Il ne dit rien. Il ne résista pas. Il baissa simplement la tête, la tension quittant son corps comme l'air s'échappant lentement d'un ballon. Le trajet jusqu'au poste fut court. Damian était assis, raide, entre 2 policiers, mais ses yeux étaient remplis de colère, pas de peur. Au commissariat, il fut enregistré, ses empreintes digitales furent prises et sa photo fut prise. À chaque étape, il resta provoquant, les mains serrées en poing, pas d'excuses, pas d'aveux. Dans la salle d'interrogatoire, le chef Carter et Parker étaient assis en face de lui. « Nous avons des témoignages, dit Carter, des preuves médicales, des images de vidéosurveillance. Nous avons entendu un voisin. » Damian répondit par un ricanement. « Je n'ai rien fait. C'est elle qui s'est fait ça. C'est une tarée. » Alexander brandit un dossier. Rapport des services de protection de l'enfance, note de thérapie. L'enfant a dit que vous lui aviez donné des éclats de verre et que vous l'aviez forcé à les mettre sous ses ongles. Elle a dit que vous feriez du mal à sa mère si elle ne le faisait pas. Le rictus de Damian s'estompa, remplacé par une expression glaciale. Elle ment, elle est manipulatrice. Sa mère est folle. Carter se pencha en avant. Vous aurez l'occasion de vous défendre devant le tribunal, mais cette enquête est loin d'être terminée. Damian le fixa du regard sans rien dire. À des kilomètres de là, dans le calme de la crèche, Clara était assise à la petite table où elle avait tenu un crayon pour la première fois après son opération. La pièce était peinte du même bleu pâle que la salle de thérapie, mais elle lui semblait désormais réconfortante plutôt que clinique.
Elle avait demandé du papier et un stylo bleu. Sa thérapeute, Beth, restait à ses côtés, imperturbable. « Tu peux écrire tout ce que tu veux » dit Beth doucement. Clara baissa la tête. Elle marqua une pause avant de poser son stylo sur le papier, puis écrivit lentement mais clairement « Cher juge, mes mains n'étaient pas mauvaises, j'étais gentille, mais ça faisait quand même mal. Il m'a forcé à le faire pour que maman ne soit pas blessée. Je suis fatiguée, mais je suis courageuse. » Elle relut les mots, les yeux suivant chaque lettre. Puis elle ajouta une dernière ligne. « Je n'ai plus peur » Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne broncha pas. Elle plia soigneusement la lettre et la glissa dans une enveloppe adressée à la main par un petit enfant. Beth l'aida à la fermer. « Tu es très courageuse. » Clara acquiesça. Cet après-midi-là, Parker rencontra le Dr Roberts, Beth et Martha dans une salle de conférence aux parois vitrées de l'hôpital. La pièce sentait légèrement le café, le papier et la tension. « Nous avons besoin de témoins, » dit Alexander. « La lettre est forte, mais nous avons également besoin du témoignage de ceux qui ont vu, dossiers médicaux, notes de thérapie. » Roberts acquiesça, le visage grave. « Je fournirai le rapport détaillé. 12 objets étrangers, signes d'insertion délibérée, infection chronique. La désensibilisation et les comportements de Clara sont clairs. » Beth prit la parole. « Je suis prête à témoigner. » Les séances de dessin, ce qu'elle a révélé sur la table, les images qu'elle a montrées elle n'avait pas besoin de prononcer son nom. Son art l'a fait. Martha déglutit. « Je peux témoigner de sa présence lors de la sortie de l'école, de la façon dont Clara a sursauté quand Isabelle la lui a tendue, et du silence qui s'est installé dans la classe quand ils se sont approchés. » Alexander les regarda tous. « Nous demanderons une audience préliminaire dès que possible. En attendant, Damien sera détenu sans caution en attendant son procès. Isabelle, sa présence sera requise. » Il fit une pause. « Oh, c'est plus que des preuves. C'est la justice en marche. » Ils acquiescèrent tous. À l'extérieur de la salle, un assistant juridique prit la lettre de Clara et la scella dans le dossier officiel du tribunal. Elle contenait la simple vérité sur la douleur et le courage d'une enfant. Le palais de justice sentait le bois ciré et la laque nerveuse. Il était tôt le matin, mais le soleil était déjà assez haut pour projeter des rayons chauds à travers les hautes fenêtres. Les bancs publics se remplissaient, un brouhaha discret de membres de la communauté, de journalistes, de parents et d'élèves de CE1 de l'école de Clara, vêtus de leur uniforme scolaire, le visage oscillant entre la curiosité et la tristesse. Dans la salle d'audience, le juge entra, sa robe flottant légèrement tandis qu'il prenait place. Damien Phillips était assis sur le banc des accusés, affalé, les bras croisés, les yeux plissés à mesure que les gens passaient. À côté de lui, son avocat feuilletait des documents, mais son silence était pesant. Clara et Beth étaient assises dans la zone réservée aux témoins, leurs sièges à l'avant. Martha et Alexander étaient derrière elles, professionnels et tendus. Le Dr Roberts était assis sous le banc du juge, avec des dossiers médicaux ouverts. Le juge s'éclaircit la gorge. « Nous sommes ici pour l'audience préliminaire dans l'affaire opposant l'État à Damien Phillips pour mise en danger d'enfants et infractions connexes. » Il fit signe à l'accusation. « Vous pouvez commencer. » Alexander se leva et s'approcha du podium. « Votre honneur, commença-t-il doucement. Cette affaire concerne un enfant qui a subi des violences physiques répétées, non pas par accident, mais sur ordre de l'accusé. Les preuves comprennent des rapports médicaux, des fragments médico-légaux, des évaluations psychologiques et le témoignage de la victime elle-même. » Il se tourna vers la cour. Pièce à conviction. A. 12 objets étrangers retirés des mains de l'enfant lors de l'intervention médicale du 24 juin 2025. Pièce à conviction B. Un dessin réalisé pendant la thérapie représentant la main avec des pointes, symbole d'automutilation forcée. Pièce à conviction C. Une lettre écrite par l'enfant à l'intention du juge, dans laquelle il déclare « Il m'a obligé à le faire pour que maman ne soit pas blessée ». Un silence s'est abattu sur la salle d'audience. Le Dr Roberts fut ensuite appelé à la barre. Le médecin s'exprima solennellement, détaillant le processus chirurgical, les types de matériaux retirés, la gravité de l'infection et l'absence de réaction douloureuse de l'enfant, indicatrice d'une désensibilisation à long terme. Il conclut « Ces observations sont compatibles avec des blessures non accidentelles. Selon mon avis professionnel, la seule explication plausible est la coercition. » Le dessin de Clara a été montré au juge. Une grande image représentant une main avec des pointes semblables à des épines. Aucun mot n'était nécessaire, l'image parlait d'elle-même. Beth a ensuite été appelée à la barre. Elle a décrit ses séances,
comment Clara communiquait sans parole, comment elle avait montré l'image d'un homme tenant un tournevis, comment elle avait dit « Lui me donne des morceaux, il frappait maman ». Sa voix ne tremblait pas lorsqu'elle a rapporté ces mots. Il n'y avait ni mise en scène, ni peur, juste des faits, enfin, Martha. Nous avons enregistré son témoignage, où nous avons vu Damien accueillir Clara à la porte de l'école, et où nous avons été témoins de la réaction effrayée de l'enfant. Elle a conclu en disant « Clara n'a jamais versé une larme, mais elle se recroquevillait à chaque fois qu'il apparaissait. » L'avocat de Damien s'est levé. « Votre honneur, a-t-il dit. M. Phillips nie toutes les allégations. Les preuves médicales font allusion à des objets étrangers, mais aucun lien de causalité directe n'est prouvé. Il n'y a pas de témoins, seulement des interprétations. Le dessin est symbolique, pas littéral. La photo d'identification est si vague. La lettre, bien que sincère, peut avoir été dictée. » Damien s'adressa calmement à la salle d'audience. « Je ne lui ai pas fait de mal, je ne l'ai jamais touchée. Elle est étrange. Elle s'est fait de ça toute seule. » Ces mots frappèrent l'air comme des pierres, durs et froids. À ce moment-là, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et Isabelle entra. Elle s'arrêta net lorsque son regard croisa celui de Clara, puis détourna les yeux, le visage impassible. Elle s'assit près de Damien, les mains jointes sur les genoux. Martha l'observait attentivement. Lorsque l'accusation évoqua la déclaration de Clara selon laquelle Damien frappait sa mère, l'expression d'Isabelle vacilla pendant une fraction de seconde. Elle serra les poings, puis les relâcha. Elle ne dit rien. L'expression du juge restait indéchiffrable. Il parcourut à nouveau les pièces à conviction, son regard passant des dessins médicaux à l'enfant, il s'éclaircit la gorge. Au vu des preuves, les rapports médicaux, les dessins psychologiques, le témoignage de l'enfant, je trouve qu'il existe des motifs suffisants pour poursuivre. M. Phillips sera détenu sans caution en attendant son procès. Il marqua une pause, puis ajouta « Mademoiselle Isabelle Smith, votre présence aux prochaines audiences est obligatoire. Vous devez suivre un programme de rééducation parentale ordonné par le tribunal. Tout contact avec la victime doit être supervisé. L'audience est levée. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Damien baissa la tête. Isabelle s'affaissa sur son siège. Clara, assise dans un silence digne, ne broncha pas. À l'extérieur de la salle d'audience, les trois adultes responsables d'Isabelle, Martha, Beth et Alexander, attendaient tranquillement dans le couloir. Beth expira. « Ça y est, t'es partie » murmura-t-elle. Alexander acquiesça. « Nous avons fait en sorte qu'elle ne soit pas seule. » Martha posa doucement sa main sur l'épaule de Clara alors qu'elle sortait. Clara leva les yeux vers elle sans crainte, juste avec une petite lueur d'acceptation déterminée. Et pour la première fois depuis longtemps, Martha ressentit de l'espoir. La première séance du programme de réadaptation des parents se déroulait dans une petite salle baignée de soleil du centre communautaire. 8 chaises étaient disposées en cercle, avec des rafraîchissements sur une table à côté et un tableau blanc à l'avant, sur lequel l'animatrice Rose Wilson avait écrit « Nous ne sommes pas parfaits, nous devons simplement essayer ». Isabelle Smith était assise près du fond. Elle était raide, les bras croisés, les yeux fixés sur la porte. Elle portait un manteau usé et semblait si épuisée que les autres mères semblaient le remarquer. Quelques-unes l'ont accueillie avec un sourire hésitant. Elle ne leur a pas rendu leur sourire. Rose, l'animatrice, a commencé d'une voix chaleureuse. « Il ne s'agit pas de condamner, mais de réfléchir. Nous voulons entendre les mères qui ont connu des difficultés, qui ont douté, qui ont commis des erreurs. » Au début, personne n'a pris la parole. Le silence s'est installé, seulement rompu par le tic-tac d'une petite horloge murale. Puis, une jeune femme, qui n'était pas Isabelle, a raconté son histoire de dépression postpartum, de culpabilité et de guérison progressive. Une autre mère a décrit son enfance difficile et le jour où elle a réalisé qu'elle reproduisait les mêmes schémas de négligence. Rose a demandé doucement « Qui ici s'est déjà sentie impuissante face à la douleur d'un enfant ?» Isabelle a jeté un coup d'œil autour d'elle. Elle a regardé les autres mères, leurs larmes, leurs franchises, et s'est sentie mal à l'aise. Elle s'est agitée sur sa chaise. Rose a poursuivi. « Lorsque nous cachons nos erreurs, nous enseignons involontairement à nos enfants que le silence est synonyme de sécurité. » Isabelle sentit son cœur se serrer. Après la séance, les autres mères se sont rassemblées près de la porte pour se réconforter. Isabelle a attendu qu'elles soient parties, puis a demandé à Rose d'une voix basse et hésitante « Est-ce que cela me concerne ?» Rose a répondu doucement. Cela concerne toutes celles qui sont prêtes à affronter leur part de responsabilité. C'est votre histoire, Isabelle.
Ce soir-là, Isabelle était allongée dans son petit appartement loué, spartiate et silencieux, à l'exception du bruit de la rue. La lettre que Clara avait dessinée et écrite était posée sur la table. Elle la fixait. « J'ai essayé d'être gentille, mais ça fait toujours mal. » Sa gorge se serra. Elle ne voulait pas pleurer, pas encore. Elle avait déjà pleuré une fois, quand Clara était bébé, et elle avait pensé pouvoir tout arranger avec des berceuses et la promesse d'une vie meilleure. Pas cette fois, mais les larmes coulaient malgré tout. Au cours des semaines suivantes, Isabelle assista à des séances hebdomadaires. Elle apprit à parler, à réfléchir, à admettre. Elle parla de son propre passé, de la froideur, de l'absence et de la peur de sa mère, des disputes domestiques dont elle avait été témoin dans son enfance, qui lui avaient appris très tôt que l'amour pouvait être dangereux, de la promesse qu'elle s'était faite de protéger Clara, mais qu'elle avait finalement choisi le silence. Chaque confession était accompagnée d'un souffle tremblant, mais après chaque séance, elle se tenait un peu plus droite. Son manteau lui semblait plus léger, les traits de son visage s'étaient détendus. Un jour, Rose lui a donné un exercice d'écriture. « Écrivez une lettre à votre enfant, une lettre que vous n'aurez pas à envoyer. » Isabelle a fixé la page blanche dans le petit bureau du centre communautaire. Elle tremblait en écrivant ces mots. « Ma chère Clara, je suis tellement désolée. J'avais peur pour nous deux. Je pensais pouvoir y arriver. Je pensais pouvoir supporter le silence pour que tu n'aies pas à le faire. Mais j'avais tort. Tu as souffert parce que je n'ai rien dit. J'ai laissé la peur l'emporter sur la protection. Je te promets, plus jamais de silence. J'apprendrai, je parlerai, je serai courageuse. Je t'aime plus que ma peur. Je t'aime, maman. » Elle a mis la lettre dans une enveloppe et l'a serrée dans ses mains pendant tout le trajet jusqu'à chez elle. Elle a nettoyé son appartement pour la première fois depuis des semaines. Elle avait l'impression de préparer un espace pour un nouveau départ. Une semaine plus tard, elle arriva à la salle de visite supervisée du centre d'accueil. Derrière la vitre, Clara était assise en silence. Son regard était prudent, vif mais méfiant. Isabelle lui tendit la lettre à travers le passe-plat. Clara la prit, la soupça, puis, avec une hésitation visible, la repoussa. Toujours pas un mot. Après la visite, cependant, alors qu'Isabelle s'éloignait, elle remarqua le dessin au crayon de coller sur le tableau d'affichage du centre. Il représentait une maison simple et chaleureuse, avec deux personnages à l'intérieur qui se tenaient par la main. Le plus grand avait les cheveux bruns, le plus petit était blond, la porte était entr'ouverte. En dessous, écrit d'une écriture enfantine et maladroite, « Maman n'a pas à avoir peur ». Isabelle sentit son cœur trembler. Au cours des mois suivants, Isabelle est devenue une habituée des séances de rééducation. Elle a partagé davantage ses sentiments, ses regrets et a peu commencé à participer avec sincérité. Clara commença à dessiner des scènes plus élaborées lors de ces séances de thérapie. Une mère et sa fille cuisinant ensemble, peignant, lisant des histoires avant de se coucher, une balançoire et aucune ombre sur l'immeuble voisin. Martha se rendit une fois au centre et remarqua que Isabelle se tenait un peu plus droite. Lorsque Clara leva les yeux de ses dessins, le changement, bien que discret, était indéniable. Un soir, alors qu'Isabelle rentrait chez elle après la séance de groupe, elle s'est arrêtée devant la vitrine d'un magasin de jouets. À l'intérieur, un lapin en peluche, identique à celui que Beth utilisait en thérapie, était perché à côté d'un présentoir de livres pour enfants. Elle est entrée et a acheté le lapin. Lorsqu'elle l'a apporté à Clara pendant une visite supervisée, les yeux de l'enfant se sont adoucis. Elle a tendu la main, non pas vers le jouet, mais vers la femme qui le tenait. Leurs doigts se sont rencontrés à travers la vitre, comme attirés par un aimant. Aucun mot n'était nécessaire. Le soleil matinal filtrait doucement à travers les hautes fenêtres de la salle de thérapie. L'air sentait légèrement la peinture à l'eau, le papier et la promesse d'un nouveau départ. Sur la table basse, une palette contenait des teintes soigneusement choisies, des bleus doux, des jaunes chauds, des verts tendres, qui attendaient les petites mains de Clara. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle ne tenait pas un crayon. Elle allait peindre. Beth s'agenouilla à côté de Clara et lui tendit le pinceau avec un sourire calme. « Nous allons faire quelque chose de beau aujourd'hui, dit-elle. Ne te dépêche pas. » Les doigts de Clara, soigneusement enveloppés dans une fine gaze, se tendirent vers le pinceau. Au début, sa prise était hésitante, mais sûre. Elle le trempa dans du jaune pâle et commença par dessiner un soleil rond et léger dans le coin de la page. Le trait était délicat mais assuré. C'était la première fois depuis l'incident qu'elle peignait quelque chose sans peur dans les yeux. Les minutes passèrent en silence. Parfois, Beth suggérait une couleur,
Peut-être un peu de vert ici? Mais Clara peignait principalement seule. Elle créa un paysage simple, des collines douces et vallonnées, un petit ruisseau et une minuscule maison dont la cheminée laissait échapper de la fumée. L'atmosphère était paisible, presque joyeuse. Lorsqu'elle posa le pinceau, elle remarqua que Beth la regardait et lui adressa un bref sourire, une ouverture, un petit cadeau de confiance. Une semaine plus tard, Clara retourna dans la classe 2B, mais ce n'était plus la même enfant qui s'était figée sous son bureau. Mademoiselle Martha avait organisé une séance d'art spéciale, une journée de peinture à l'aquarelle pour toute la classe. Sur de grandes feuilles fixées à des chevalets, le couloir de l'école bourdonnait. Les chaises grinçaient, les crayons murmuraient doucement. Mais Clara entra lentement, regarda autour d'elle avant de se glisser discrètement à côté d'Anna et Laura, deux des enfants qui l'avaient autrefois taquinée. Elle s'assit, sa palette et son verre d'eau juste en face de Mademoiselle Martha. Quand Anna se pencha pour lui dire bonjour, Clara hocha poliment la tête, lui faisant un petit signe de la main en signe de « Oh ». C'était la première interaction de ce genre dans la classe depuis son retour. Anna lui rendit son sourire et murmura « Jolie palette ». Clara trempa son pinceau, marqua une pause, puis commença à tracer un trait bleu sur son papier. La maîtresse expliqua « Aujourd'hui, nous peignons ce qui nous rend heureux ». Les enfants se mirent à mélanger les couleurs avec enthousiasme. La peinture de Clara prit forme, une porte ouverte, blanche et lumineuse, dans un jardin verdoyant. Des papillons s'alignaient sur le seuil. Une petite silhouette se tenait dans l'embrasure, une fleur à la main. Une lumière chaude se déversait de l'intérieur. Elle ne termina pas rapidement. Elle peignit méthodiquement, parsemant le ciel de points jaunes, des rayons de soleil, expliqua-t-elle plus tard à Martha. Elle se sentait en sécurité. À la fin du cours, Martha s'approcha discrètement. « C'est magnifique, Clara ?» Clara leva les yeux et murmura doucement. « C'est ma maison maintenant. » Les yeux de Martha s'emplirent de larmes. Cet après-midi-là, les élèves se rassemblèrent pour jouer dehors. Clara hésita près de la porte, tenant son dessin. Puis elle aperçut Laura qui tenait une corde à sauter. « Tu veux jouer ?» lui proposa Laura. Clara fronça les sourcils, puis tendit la main, attrapa l'extrémité de la corde et commença à sauter. D'abord maladroitement, puis lentement, prudemment, elle trouva son rythme. Elle éclata alors d'un rire court et doux qui s'amplifia à mesure qu'elle prenait le rythme. Ce n'était pas un rire effrayé ni creux, mais un rire sincère. Martha observait de loin, le cœur battant. Le rire de Clara, clair et sincère, était comme le premier chant d'un oiseau au printemps après un long hiver. Ce soir-là, à la garderie, Clara était de nouveau assise à son petit bureau. Cette fois, Beth posa devant elle un cahier ligné et des stylos de couleur. « Tu veux écrire quelque chose sur toi ?» suggéra Beth doucement. Clara fixa la page blanche, puis elle prit un stylo rose et commença. « Je m'appelle Clara. J'aime la porte dans mon dessin. J'aime sauter à la corde. J'aime dessiner le soleil. Je veux être artiste. » Elle s'interrompit, puis ajouta « Je suis en sécurité maintenant. » Beth la regarda écrire chaque mot, ses mains fermes, sans trembler, sans reculer. Lorsqu'elle eut terminé, Clara ferma le cahier et le tendit à Beth. « Je peux écrire des choses joyeuses maintenant ?» demanda-t-elle. Beth sourit, les yeux remplis de larmes. « Oui, tu peux. » De retour en thérapie, Clara s'entraîna à dessiner des rivières, des oiseaux, des maisons simples, n'importe quoi. Mais son attention revenait toujours vers les mains. Cette fois, ses mains étaient ouvertes. Pas d'épines, pas de pointes, juste des paumes qui tenaient la lumière. Beth, Martha et Lucie comparèrent leurs notes et convinrent que c'était plus qu'un rétablissement. C'était une renaissance. Clara ne guérissait pas seulement physiquement, elle laissait la joie revenir. Lors de la dernière séance de cette période, Clara dessina à nouveau sur du papier journal. Elle représenta une main peinte de couleurs vives, tendue vers l'avant. Sur chaque doigt, il y avait de petites bourgeons, des fleurs, pas des épines. Beth appela cela le renouveau. Le soleil matinal pénétrait à travers les rideaux étroits du modeste appartement où Isabelle et Clara allaient commencer un nouveau chapitre, timidement, prudemment, sous une surveillance attentive. C'était le premier jour d'un retour supervisé à mi-temps, pas permanent, mais un pont vers l'espoir. Isabelle se déplaçait dans les pièces avec détermination. Elle pliait les couvertures abandonnées et passait l'aspirateur dans les coins où la poussière s'était accumulée pendant la et absence de Clara. Elle a repeint les murs en jaune pastel, une couleur plus claire qu'auparavant, imaginant que cela réchaufferait l'atmosphère. Elle a repeint le petit cadre près du miroir dans le couloir et y a replacé le premier dessin que Clara y avait collé. Deux personnages se tenant la main sous une porte ouverte.
Son cœur battait fort tandis qu'elle le faisait. Elle n'avait pas réalisé à quel point ce dessin lui avait manqué, jusqu'à ce qu'elle le tienne à nouveau entre ses mains. Sur le comptoir de la cuisine, elle disposa de nouveaux plats, de petites assiettes robustes aux motifs colorés. Elle choisit une serviette imprimée de tournesol et la plia à la place habituelle de Clara. Il y avait des toasts, des fruits frais et une seule crêpe en forme de papillon. Un petit déjeuner simple, mais préparé avec soin. Elle vérifia sa tenue dans le miroir. Un jean propre, un pull doux, un maquillage minimaliste, les cheveux soigneusement tirés en arrière. Elle se demanda « Est-ce que je fais bien ?» En bas, la porte de l'appartement s'ouvrit. Clara se tenait sur le seuil, serrant un petit sac à dos. Ses cheveux étaient attachés en tresses soignées. Isabelle retint son souffle lorsqu'elle la vit. C'était la même enfant, et pourtant elle avait changé, pas seulement dans sa posture, mais dans son attitude. Les épaules de Clara n'étaient plus voûtées, elles étaient détendues. Son visage était serein. Isabelle recula, la voix tremblante. « Entre, ma chérie. » Clara leva les yeux, le regard fixe, puis franchit le seuil. Elle posa son sac à dos, puis s'arrêta, regardant le salon, les murs fraîchement repeints, le dessin accroché au mur, la cuisine derrière, mise en scène et baignée par la douce lumière du matin. « J'aime bien le dessin, » dit-elle doucement, d'une voix calme mais sans méfiance. Isabelle déglutit. « Je suis contente. » Elle toucha le cadre, invocation de souvenirs et de pardon. « Je voulais que tu saches que tu nous as manqué. » Clara ne répondit pas tout de suite. Elle entra lentement dans l'appartement, comme si elle le découvrait pour la première fois. Chaque pas semblait poser une question. Chaque respiration était porteuse d'espoir. Isabelle la regarda timidement faire le tour de la porte d'entrée. Elle vida le vieux bac en plastique rempli de jouets qui prenait la poussière dans un coin et le remplaça par un nouveau coffret de peintures à l'eau et un carnet de croquis. Le regard de Clara se posa dessus. Ses doigts tremblèrent, signe inconscient de son impatience. Isabelle lui adressa un sourire timide. « C'est pour toi, dit-elle. » Clara acquiesça légèrement, ne laissant pas encore transparaître sa joie, mais acceptant l'invitation. Elles restèrent immobiles, mère et fille, sans parler. Puis Isabelle fit un geste vers la cuisine. « Petit déjeuner ?» proposa-t-elle doucement. Clara se dirigea vers la table, posa ses mains à plat dessus, jeta un coup d'œil aux pancakes décorés, puis regarda Isabelle. « Oui, dit-elle. » Alors qu'Isabelle commençait à disposer les fruits, du melon, des baies, une fraise en forme de cœur, Clara s'avança prudemment. Elle sortit la serviette en forme de tournesol, la déplia et la tapota doucement. « Maman, » dit-elle d'une voix douce et hésitante. Isabelle se figea. C'était la première fois que Clara s'adressait à elle ainsi. Pas « maman » sur un ton neutre et docile, mais avec la prudence de quelqu'un qui s'aventure en terrain inconnu. « Oui » parvint à articuler Isabelle, presque incapable de parler. Clara cligna des yeux. « Merci pour tout ça. » Les mots sortirent comme un rayon de soleil perçant les nuages. Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes tandis qu'elle posait l'assiette de Clara. « De rien, » murmura-t-elle. « Tu m'as manqué. » Elles s'assirent à table, plus proches que jamais. Des toasts savoureux, des fruits sucrés et des pancakes chauds. Le silence régnait, mais il était rassurant, pas étouffant. Clara prit sa fourchette, hésita, puis prit une petite bouchée. Elle mâcha pensivement, puis acquiesça. « C'est bon !» Isabelle sentit son cœur se serrer de soulagement. Elle prit une inspiration. « Tu veux peindre après le petit déjeuner ? On peut peindre ensemble. » Clara réfléchit un instant, puis posa sa main à plat sur la table. « D'accord. » Isabelle tendit doucement la main et toucha celle de Clara, un contact sans précipitation. Clara ne broncha pas. C'était un début. La lumière de l'après-midi était douce dans l'appartement, comme si même le soleil marchait sur la pointe des pieds, en hommage au nouveau monde fragile qui s'était créé entre ces quatre murs. Après le petit déjeuner, Isabelle guida Clara vers la petite table en bois près de la fenêtre, dont la surface était désormais recouverte de matériel artistique. Aquarelles, pinceaux, papier. Il y avait une atmosphère de calme et d'anticipation dans l'air. Isabelle s'agenouilla à côté de Clara. « Tu veux le rose ou le bleu ?» Clara hésita, regardant les deux options comme si elle pesait le pour et le contre. Ses doigts hésitèrent, puis choisirent le rose, une couleur douce et lumineuse. Elle trempa le pinceau et commença.
Isabelle prit un pinceau bleu et suivit, peignant à côté de sa fille. Entre deux coupes de pinceau, aucun mot n'était nécessaire. Le silence était apaisant. Isabelle peignit un papillon. Clara peignit la porte ouverte de son dessin précédent. Lentement, les formes commencèrent à parler, liberté, confiance, tout ce qui n'était pas dit mais compris. Plus tard, elles rangèrent de la cuisine ensemble. Clara lava une tasse avec soin, sans se laisser distraire mais concentrée. Isabelle l'essuya et la remit à sa place. Leurs gestes étaient assurés, sûrs, comme ceux de danseuses apprenant de nouveaux pas. Lorsque leurs mains se rencontrèrent au-dessus de l'évier, se regroupant sur le même torchon, aucune des deux ne proposa de s'écarter. Au contraire, elles continuèrent à travailler côte à côte. Un coup sur le cadre de la porte fit entrer Martha, qui tenait 2 petites tasses de thé. « Vous avez réussi » dit Martha doucement en tendant une tasse à Clara. Elle posa l'autre devant Isabelle. « Je vous vois déjà toutes les deux. » Clara prit la tasse méthodiquement. « C'est chaud, dit-elle. »« C'est de la camomille, » expliqua Martha. « Ça aide à se détendre. » Clara but une gorgée et se détendit, expirant doucement pour libérer des mois de tension emprisonnés dans sa poitrine. À l'approche du soir, les 3 femmes, Isabelle, Clara et Martha, s'assirent sur le sol du salon autour du chevalet de Clara. Isabelle tenait une toile vierge tandis que Clara trempait son pinceau dans de la peinture jaune. « Tu veux peindre quelque chose pour le mur ?» demanda Isabelle. Clara acquiesça. Elle peignit à nouveau une grande porte ouverte, mais cette fois, la lumière jaillissait en rayons dorés. Isabelle peignait à côté d'elle, dessinant des branches courbées, des feuilles vertes et une silhouette souriante penchée dans l'embrasure de la porte. Martha les regardait, le cœur rempli de joie. Ce qu'elle peignait importait peu, c'était l'acte lui-même, la connexion entre une mère et sa fille. Quand elles eurent terminé, Isabelle prit le tableau et l'épingla à côté de ceux qui étaient accrochés au mur. Le premier, avec 2 personnages se tenant la main sous une porte, et la serviette en papier avec le tournesol près du miroir. Il y en avait maintenant 3, une chronologie visuelle de la guérison. Clara les regarda, puis elle se leva et poussant son jean taché de peinture. Elle regarda Isabelle, puis il et Martha. « Je peux rester dormir ce soir ?» demanda-t-elle d'une voix faible mais assurée. Les yeux d'Isabelle brillèrent. « Oui » répondit-elle en se baissant pour la serrer lentement et délicatement dans ses bras. Cette nuit-là, Martha et Lucie restèrent à quelques pâtés de maison, dans la chambre d'amis du centre. Juste avant de s'endormir, Martha regarda par la fenêtre et vit les 2 silhouettes à l'intérieur. Isabelle agenouillée à côté de Clara, en train de la border avec une couverture. La lumière de la lampe de la chambre les éclairait d'un halo doux. Isabelle murmura « Bonne nuit !»« Nous est beau, ma courageuse petite fille !» Clara répondit dans un souffle « Bonne nuit, bonne nuit, maman !» C'était la première fois que Clara l'appelait ainsi, sans hésiter. À l'aube, les premières lueurs du mercredi filtrèrent à travers les persiennes de l'appartement. Clara remua. Elle s'assit, bâilla, puis se leva et se dirigea vers le mur où étaient accrochées les 3 œuvres d'art. Elle les toucha toutes, effleurant les textures du bout des doigts, les tresses de crayon, les bords aquarellés, les subtiles indentations de la peinture séchée. Elle se retourna vers Isabelle qui dormait encore. Clara s'approcha d'elle, s'assit sur le bord du lit et déposa délicatement le dessin de papillon plié dans la paume d'Isabelle. Lorsque celle-ci ouvrit les yeux, elle vit le dessin, puis le reflet de la nature dans les yeux de Clara. Aucun mot ne fut prononcé, mais tout était dit. La lumière du matin dans leur salon était douce, presque solennelle, comme si l'aube elle-même s'était arrêtée pour assister à ce moment. Les troubles du passé, la douleur, la peur, le silence semblaient en flotter au-delà de la fenêtre, indésirables, incapables de franchir le seuil de la paix qui régnait à l'intérieur. Clara s'assit à leur petite table en bois qui commençait à montrer les traces d'une utilisation joyeuse et but une gorgée de chocolat chaud avec des guimauves. De petites taches brunes collaient à son menton. Elle souriait et c'était le genre de sourire qui ne cachait rien. Isabelle entra, vêtue d'un tablier propre, laissant derrière elle une odeur de muffins à l'avoine fraîchement cuit. Elle portait une assiette de muffins, tous légèrement tièdes, dorés sur les bords. Elle les disposa soigneusement au centre de la table, puis s'assit à côté de Clara et passa un bras autour de ses épaules. « Goûte un, dit-elle d'une voix douce mais joyeuse. Clara prit un muffin et en croqua un morceau. Ses yeux s'illuminèrent et elle regarda sa mère. « Parfait, dit-elle. » Isabelle expira comme si elle avait retenu son souffle pendant des années. « Je suis contente que tu les aimes.
Elle épousseta le pull de Clara et prit une gorgée de chocolat chaud. « J'en ai fait plus pour l'école. » Clara acquiesça. Ma maîtresse Martha a dit d'apporter des muffins demain. Le nom lui échappa sans difficulté. Martha n'était plus mademoiselle Martha, même Martha. C'était important. Clara se raidit, réfléchit, puis ajouta « C'est elle qui a construit ton appartement. » Isabelle serra la main de sa fille. « Elle m'a dit que tu avais été très courageuse en peignant, que tu avais montré ton dessin à toute la classe. » Clara hésita. « Ils m'ont demandé de dessiner la porte ouverte. » Elle marqua une pause, traçant du bout des doigts le contour de la table. Alors je l'ai fait. Dehors, le monde bourdonnait. Une voiture passait, le chien d'un voisin aboyait, un oiseau chantait. Tout cela semblait familier, banal, rassurant. Entre ces murs, le monde avait été étrange pendant si longtemps. Maintenant, même les plus petits bruits faisaient partie de leur vie. Plus tard dans la matinée, elles se rendirent à l'école ensemble, leurs mains doucement enlacées. C'était une sensation nouvelle, comme découvrir la lumière du soleil sur leurs chaussures pour la première fois. Clara s'arrêta devant une fissure dans le trottoir et Isabelle se baissa pour enlever un caillou. « Tu as vu ?» demanda Clara, les yeux écarquillés. « Toute la classe a peint la porte comme la mienne. » Elle s'agenouilla, toucha le béton, puis se releva. Ils l'ont peinte en jaune. Isabelle regarda le bâtiment scolaire devant elle, dont les briques rouges étaient adoucies par les fleurs printanières. Elle réalisa à quel point elle avait redouté cette journée, à quel point elle s'était inquiétée que tout puisse mal tourner. Au lieu de cela, elle ne ressentait que de la fierté. Elles s'arrêtèrent devant le portail. La maîtresse Martha se tenait là, souriante. Elle tendit la main vers Clara. « Vos muffins sont magnifiques, » dit-elle. « Merci à vous deux. » Le regard de Martha croisa celui d'Isabelle et quelque chose de tacite passa entre elles. La reconnaissance de ce qu'elles avaient toutes enduré, mais surtout de ce qu'elles avaient reconstruit. Plus tard dans l'après-midi, elles rentrèrent chez elles et trouvèrent un cadeau laissé par quelqu'un sur le paillasson. Une aquarelle encadrée de la maîtresse Martha. Clara frémit de joie lorsqu'elle la vit. Une peinture délicate représentant une porte jaune ouverte dans un jardin luxuriant, peinte avec des traits joyeux dans les couleurs les plus douces du printemps. En dessous, on pouvait lire en minuscules lettres « Pour Clara, que ta lumière te guide toujours vers la maison. » Clara serra le cadre contre sa poitrine. Cette fois, ce sont des larmes de gratitude qui coulaient et non plus de peur. Isabelle se tenait à côté d'elle, les yeux remplis de larmes. Ce soir-là, Clara a dirigé un rituel du coucher qu'elles avaient imaginé ensemble. Elle a apporté son lapin en peluche préféré dans un coin de son lit et l'a soigneusement placé à côté de son oreiller. Elle a lu à haute voix une histoire qu'elle avait apprise en classe, s'arrêtant sur une page où l'héroïne ouvrait une porte vers la liberté. Elle a pointé du doigt que les mots « Je suis courageuse comme elle », Isabelle l'écoutait en silence, caressant les cheveux de Clara, le cœur lourd de fierté et de tristesse. Puis vint le moment tant attendu. Clara leva les yeux de son livre, prit une inspiration et dit doucement « Maman, oui, je veux peindre à nouveau demain. » Les mots étaient en sapalès, mais ils avaient beaucoup de poids. Après tout ce qui s'était passé, le désir de créer, de rêver, de croire était là. « Oui, bien sûr, » répondit Isabelle. Elle se pencha sur la couette cousue par l'une des mères du groupe de réadaptation et embrassa Clara sur le front. « Bonne nuit, ma courageuse petite fille. » Les semaines passèrent comme des chapitres doux, se déroulant à un rythme régulier. Clara continuait à progresser, pas toujours de manière linéaire, mais toujours vers l'avant. Les séances de thérapie se poursuivaient, mais moins fréquemment. Elle commença à rejoindre le club d'art après l'école. Isabelle termina ses dernières séances dans le programme de rééducation pour parents, et son certificat de fin de formation fut encadré et accroché au-dessus de l'étagère de la cuisine. Un dimanche après-midi, elles invitèrent Martha et Beth à prendre le thé. La table était dressée avec des tasses en porcelaine, des pâtisseries et des tartes aux fruits. De nouvelles peintures ornèrent les murs. Un simple vase de fleurs sauvages, un lever de soleil sur un disque vinyle, deux silhouettes marchant main dans la main dans une allée de jardin. Le motif dominant était toujours une porte ouverte. Martha admira chacune d'elles à tour de rôle. « Regarde comme elle rend la lumière maintenant », dit-elle en montrant une aquarelle baignée de rayons matinaux. Clara rayonnait tandis que Beth ajoutait « Chacune raconte une histoire de courage. » « Vous deux, elle, vous avez construit un foyer ensemble, » dit Isabelle en posant une main sur le dos de Clara. « Oui, » répondit-elle, en retenant notre souffle. Finalement, Clara se leva.
rougissant d'excitation et de timidité avant de dévoiler la dernière œuvre. Elle tendit les bras et accrocha l'aquarelle encadrée offerte par Martha sur un mur vide du couloir. À sa gauche, elle plaça sa toute première peinture représentant une porte. Côte à côte, elle faisait face à l'extérieur, accueillant chaque visiteur avec une promesse. Beth dit « Ces portes en disent long ». Clara sourit « Elles disent bienvenue ». Le groupe de 4 personnes regarda l'appartement, petit, lumineux, vivant. La lumière de midi tombait sur leurs visages, adoucissant les contours du monde. À ce moment-là, la nuit tomba et avec elle, la paix. Ils garderaient toujours ces souvenirs. Les traumatismes ne disparaissent pas comme la brume au soleil. Mais ils avaient forgé quelque chose de plus solide. Le langage des excuses, de l'art, du courage. Ils avaient appris à parler à travers des portes ouvertes et en se tenant la main. Ils s'étaient trouvés, non pas comme des survivants brisés, mais comme une famille qui recommençait, et cela leur suffisait. Parfois, les blessures les plus profondes ne sont pas celles que l'on voit, mais celles qui grandissent en silence, dans la peur, dans les espaces où l'amour aurait dû s'exprimer. Mais des histoires comme celle de Clara nous rappellent que même dans l'obscurité, l'espoir peut naître tant que quelqu'un ose se soucier des autres. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, car vous pourriez être celui ou celle qui sauvera une autre Clara sans même le savoir. Et si vous croyez au pouvoir des histoires vraies, abonnez-vous et rejoignez-nous la prochaine fois.